Bonjour à tous! Je me suis acheté un micro-cravate, donc c'est la première fois, il y a moyen que ça soit un peu le chaos, mais normalement vous devriez mieux entendre ce que je dis. Un micro-cravate c'est assez cool, ça veut dire que je peux faire des effets de youtubeur sans que le son change. Je peux être ici, là, et normalement vous entendez tout pareil. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous voudriez voir pour la reprise de cette chaîne YouTube. Comme cette année j'ai lu énormément de livres, vous m'avez dit que ça vous intéresserait d'avoir mes retours sur les livres que j'ai lus cette année. Quand je dis que j'ai lu énormément de livres, c'est que j'en ai lu presque 100. Même moi ça me surprend. Et je fais pas du tout cette vidéo pour vous foutre la pression. Il y a des années de ma vie où j'ai lu un livre, voire zéro. Moi, ma vision de la lecture c'est vraiment assez proche des règles du lecteur de Daniel Pénac, qui dit qu'en gros on a le droit de pas lire, hein, c'est la première règle. On a le droit de sauter des pages, on a le droit de lire dans le désordre, on a le droit de pas finir un livre. Moi je sais que par exemple j'ai une approche de la lecture assez décomplexée et qui me vient en fait ma première année d'études d'art, on avait une prof quand on est allé voir la Biennale d'art contemporain qui nous a dit au début vous allez voir plein de choses et il y a des choses qui vont pas vous toucher, que vous allez pas comprendre. Vous vous forcez pas à le comprendre, laissez passer. Et ça je pense que c'est quelque chose qui en fait peut être appliqué à un peu tout et notamment à la lecture. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous comprenez pas et que vous aimez pas, même si on vous a dit que c'était un chef-d'œuvre, laissez glisser, en fait on s'en fout complètement. Je me suis aussi vachement lâchée sur le fait de lire des trucs qui ne sont pas forcément de qualité littéraire supérieure, ne pas élever la lecture au rang de médium suprême où on doit lire que des chefs-d'œuvre et ce genre de choses, parce que c'est aussi hyper culpabilisant quand après on veut lire le petit Spirou. Tout ça pour vous dire que j'espère plutôt que cette vidéo elle va vous donner envie de lire des choses. L'idée c'est de vous partager le plaisir que j'ai trouvé à lire cette année et pas du tout à vous faire vous sentir mal si vous avez pas lu ou si vous avez pas lu autant que vous voudriez. Il faut que ça arrête d'être une souffrance de pas lire, il faut que ça soit un plaisir de lire et si vous lisez pas, c'est pas grave. J'ai plein de potes qui me disent je lis pas et en fait quand on gratte ils lisent à fond et ils lisent juste pas des livres. Ils vont lire des articles sur internet tout le temps, des mangas, des fanfics et en fait ça compte aussi. Arrêtez de dévaloriser ce que vous lisez et tout est égal en fait en termes de qualité. Il n'y a pas une lecture meilleure qu'une autre. En fait la vie est courte, arrêtez de vous prendre la tête sur la qualité des trucs que vous lisez. Lisez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Pitié, lisez pas Zemmour, il a suffisamment d'audience comme ça. Ok, ce petit disclaimer fait, on va rentrer dans le vif du sujet et pour que cette vidéo ne dure pas 2h40, j'ai décidé de diviser cette vidéo en 3 parties. Il y aura une première partie, celle que vous regardez en ce moment, qui sera consacrée aux essais. La deuxième partie sera consacrée aux œuvres de fiction, donc principalement des romans. La troisième partie sera consacrée à tout ce qui est bande dessinée, manga. En fait, j'ai repris ma liste Goodreads. C'est une application trop bien qui permet de garder une trace de vos lectures, les noter. Du coup, je vous invite à me suivre. Je vais mettre le lien dans la description. Pour cette vidéo, je me suis dit que c'était bien de reprendre le système de classement par étoile que j'ai fait. Donc je vais commencer par les livres auxquels j'ai mis 5 étoiles pour arriver petit à petit aux livres auxquels j'ai mis 1 étoile. Il n'y en a qu'un seul parce que moi je suis tendance à être très bon public. Il est rare que je mette moins de 2 étoiles, donc vraiment le livre auquel j'ai mis 1 étoile, je l'ai vraiment pas aimé. Je vais commencer par les livres à 5 étoiles. C'est l'occasion de dire que cette année j'ai découvert des autrices qui ont un peu changé ma vie. La première dont je vais vous parler c'est Sarah Schulman. J'ai lu d'elle La gentrification des esprits et Le conflit n'est pas une agression. Sarah Schulman c'est une militante féministe et queer qui a été assez hyper active à New York durant la crise du sida. La gentrification des esprits, ça parle de ça parle de comment, avec la crise du sida, il y a toute une population qui était la population gay états-unienne et souvent aussi gay noire américaine, qui est morte du sida. Et tous les appartements qu'ils occupaient se sont retrouvés rachetés par une autre population, donc il y a eu une destruction d'une culture au profit d'une autre qui était vachement plus blanche, capitaliste, aisée. En fait, tout son livre, ça explique comment la gentrification, c'est pas le déplacement d'une culture à une autre, mais bien l'extinction d'une culture au profit d'une autre, qui est souvent une culture dominante. Aussi, ce livre de Sarah Schulman, il a un peu changé ma vie parce que c'est la première fois que j'ai pris conscience que l'histoire du sida n'est pas enseignée du tout. Donc elle n'est pas enseignée déjà à l'école, alors que c'est un événement historique assez majeur. Et c'est pas non plus enseigné pour les personnes queer comme moi. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours sentie très loin des enjeux liés au sida, alors que je suis militante LGBT et j'ai été assez sidérée de découvrir que c'était mon histoire, qu'un pan de cette histoire m'avait été dérobé parce qu'on n'en parle pas pour des raisons de queerphobie et parce que les personnes qui l'ont vécu, il y en a beaucoup qui sont mortes. Donc vraiment ce livre, c'est un chef-d'œuvre. Après le deuxième livre de Sarah Schulman, je ne l'ai pas sur moi puisque je l'ai prêté à des amis, c'est Le conflit n'est pas une agression. Je pense que c'est un livre absolument essentiel à lire pour toute personne queer et surtout les gens qui ont tendance à être très affectés par les polémiques sur Instagram. Dans ce
ce livre, Sarah Schulman nous explique comment les personnes traumatisées, mais aussi les personnes privilégiées, ont un mécanisme qui fait qu'on ne sait plus accepter un conflit, une confrontation, un débat, et que tout de suite on se sent agressé. Et elle parle de comment est-ce qu'on peut revenir à un système de médiation où on surmonte ces conflits pour ne pas arriver au stade de l'agression où il ne peut plus y avoir de dialogue. Parce qu'à partir du moment où on dit « tu m'as agressé », en fait c'est clos et il n'y a pas de discussion. Et pourquoi elle dit que c'est quelque chose qui est commun aux personnes minorisées et aux personnes de privilège, c'est que par exemple elle dit les gens qui sont traumatisés, qui ont vécu un traumatisme, que ça soit l'homophobie, le sexisme ou alors des traumatismes à l'échelle de l'histoire, vont avoir tendance à ne pas supporter les conflits parce que ça leur renvoie à une période de leur vie qui est très difficile. Aussi, elle dit que les personnes qui ont des privilèges ont ce même processus en fait de défense, de clôture de débat. C'est typiquement l'exemple qu'elle prend, c'est Donald Trump qui va tout de suite dire qu'on l'agresse comme manière de fermer le débat. C'est pas un truc qui démonte la culture call-out, hein, ça dit pas si vous êtes victime ne dites rien, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on gère les conflits sans faire une ostracisation. Donc c'est vraiment une lecture, je pense, vraiment essentielle. Il y a des moments où ça fait pas plaisir à lire, mais après on y réfléchit et on se dit ouais. Ok, je comprends l'intérêt d'avoir écrit ça. Sarah Schulman, c'est à la fois une lecture hyper bienveillante et hyper rentre-dedans. Ok, deuxième autrice que j'ai lue pour la première fois cette année et qui a changé ma vie, c'est Bell Hooks. C'est une autrice féministe noire américaine qui a travaillé sur l'impérialisme blanc, l'anticapitalisme et le féminisme. J'ai lu 2 livres d'elle, Tout le monde peut être féministe et La volonté de changer. C'est 2 livres que j'affectionne particulièrement. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est une pédagogue, c'est-à-dire qu'elle a une écriture d'une limpidité extrême. C'est très facile à lire. Pour autant, les concepts qu'elle utilise ne sont pas si évidents et sont assez radicaux. Je trouve que c'est des livres à mettre particulièrement dans les mains de gens qui ne sont peut-être pas convaincus du féminisme. Tout le monde peut être féministe, c'est une sorte de cours 101 du féminisme où on va avoir par chapitre les différents enjeux du féminisme. Elle essaye d'embarquer tout le monde dedans, les hommes compris, que tout le monde se sente investi de cette lutte féministe, antiraciste et anti-impérialisme et anticapitaliste. C'est un super livre à offrir à quelqu'un que vous voulez convaincre parce que vraiment ça caresse dans le sens du poil. Pour moi c'est très difficile de me dire que quelqu'un pourrait être en opposition avec les textes de Bell Hooks tellement elle fait ça avec bienveillance et avec clarté. Et du coup le deuxième livre que j'ai lu, La volonté de changer, c'est un peu ça aussi. Ça parle des masculinités et de comment elles peuvent changer, comment on peut aimer les hommes en tant que féministe et c'est super intéressant. Ça parle des rapports avec le père, ça parle de la peur des hommes, de l'intimité, des émotions et de comment est-ce que on peut les amener en tant que féministes à changer pour le bien commun en fait. Elle apporte de la sérénité et de l'espoir dans le combat féministe. Après, j'ai aussi lu le merveilleux livre d'Alice Coffin, Le génie lesbien. Donc Alice Coffin, Amour sur elle, je pense que c'est une personnalité très importante du paysage politique actuel et qu'elle a beaucoup de courage d'aller sur tous les plateaux télé où on l'insulte. Je sais plus de quoi ça parle, c'est chaud. Je l'ai lu en début d'année, du coup je me rappelle plus énormément, mais ça m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, je me souviens. Elle raconte aussi ses années dans le collectif La Barbe, un collectif de féministes qui allaient dans tous les événements en non-mixité masculine, donc qui sont peut-être pas indiqués comme ça, mais qui dans les faits le sont. Et du coup, elles y allaient avec une barbe et elles se mettaient au premier rang, donc pour vraiment signifier le sexisme de leur congrès où il n'y a pas de femmes. C'est assez intéressant pour toutes les personnes qui ont un problème avec la non-mixité de se rappeler que ça a commencé comme ça. Donc un autre livre que j'ai lu, c'est La Révolution féministe de Aurore Cochelin. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un petit historique de toutes les vagues féministes qu'il y a pu y avoir. On retrace un peu l'histoire, c'est hyper clair, c'est un livre hyper concis, donc c'est un bon outil à garder sous le coude et à prêter. Et surtout, il y a une ouverture qui donne envie de faire la révolution, qui montre que ce serait possible. Ça donne bien la niaque, je vous le conseille absolument. Après, j'ai aussi lu un livre que je voulais lire depuis hyper longtemps, d'Iris Bray, Le regard féminin. Je l'ai adoré parce que c'est une analyse de ce qu'on peut appeler le regard féminin au cinéma. Donc appuyée avec plusieurs exemples, elle montre comment est-ce qu'on peut humaniser les femmes et non pas les traiter comme de simples objets. Comment on peut renverser du coup le male gaze, le principe de on se donne en spectacle que pour un spectateur masculin. J'ai eu vachement honte en lisant ce livre de n'avoir jamais vu de film d'Agnès Varda et de Jane Campion. Donc j'ai vu des films de Jane Campion mais toujours pas d'Agnès Varda, honte à moi. Mais en tout cas voilà, c'est une lecture assez rapide qui donne vachement envie de regarder des films et qui moi m'a donné envie de faire des films. Ça donne vraiment des clés de réalisation aussi. Après j'ai aussi lu 10 questions sur le féminisme de Valérie Rayrobert.
Robert, qui s'appelle aussi Crêpe Georgette sur les réseaux. Valérie Robert, c'est quelqu'un que je suis depuis que je suis ado. J'adore son blog, j'adore son Twitter. Elle m'a appris tellement de choses. Elle a écrit 2 livres hyper intéressants. Un sur la culture du viol à la française. C'est ça qui est intéressant, montrer qu'on a une culture du viol qui nous est toute particulière. Ouais, où est la France? On peut être fiers de nous. Qui explique pourquoi en fait on a Catherine Deneuve pendant le mouvement MeToo qui dit « Oh non, quand même, vous exagérez ». Et elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Le sexisme, une affaire d'homme. Donc c'est un peu dans la même vibe d'intégrer les hommes au mouvement féministe. Et dans 10 questions sur le féminisme, c'est un tout petit livre ressource qui permet d'avoir les 10 points essentiels pour connaître les enjeux du féminisme à l'heure actuelle. Je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu ce livre collectif Défaire la police autour de comment est-ce qu'on peut imaginer un monde sans police. Pourquoi est-ce qu'il faut imaginer un monde sans police aussi? Qu'est-ce que finalement la police apporte dans nos sociétés à l'heure des violences policières, à l'heure où on ne prend pas les plaintes de certaines femmes, réfléchir à qui sert la police, réfléchir à des alternatives à la police. Hyper intéressant à mettre entre toutes les mains. J'ai aussi lu Mort ou vif pour une écologie des arts vivants. Je l'ai lu cet été. Quand après le rapport du GIEC, j'étais en PLS en me disant comment pouvons-nous continuer à vivre nos vies, sachant que nous sommes des simples mortels et allons crever de chaud et de pollution d'ici 5 ans, hein, voire de famine ou d'autres choses super. Et comment en tant qu'artiste, on peut se positionner pour essayer de faire quelque chose contre ça. Parce que tout d'un coup, ça m'a semblé hyper vain de faire de l'art comme si le monde n'était pas qu'une vaste fournaise dirigée par les pires personnes du monde qui veulent notre mort. Et du coup, ça c'est hyper intéressant parce que par l'entrée du théâtre, comment il y a pu y avoir des initiatives de pièces de théâtre ou de spectacles vivants qui travaillaient ces questions d'écologie, de faire des spectacles différemment où on n'envoie pas des avions de par le monde pour faire déplacer les comédiens, et comment est-ce qu'on aussi on pouvait avoir un discours sur l'écologie qui soit pas hyper bateau mais bien une construction hors l'anthropocentrisme, ce genre de choses. Donc c'était hyper bien, ça donne quelques clés. J'ai pas trouvé toutes mes réponses, je ne suis pas sortie de mon angoisse existentielle, mais ça me faisait du bien de me dire que je lisais des ressources clés parce que finalement j'y connais pas grand chose en écologie et en écoféminisme. Je me suis dit qu'il était temps. Ok, et le dernier livre que j'ai lu auquel j'ai mis 5 étoiles, c'est Métamorphose de Emanuele Coccia. C'est un philosophe actuel qui travaille autour du vivant, des plantes, des animaux, de la vie, ce genre de choses. Le pitch de départ, c'est comment est-ce que on a une chenille et après on a un papillon et c'est 2 êtres complètement différents et en même temps c'est le même être. Et du coup, partant de là, il va dresser comment la vie même n'est que métamorphose, qu'en fait on peut pas vivre sans se nourrir du vivant et on ne pourra pas vivre sans donner du vivant après, que c'est quelque chose qu'il faut qu'on accepte, qu'on se nourrit de plantes, de champignons, d'animaux qui nous permettent de vivre et après on va nourrir des plantes, des champignons, des animaux, et la vie n'est qu'un cycle. Et en fait ça aide à penser la vie non pas d'un point de vue d'individu mais plutôt comme quelque chose qui se transmet, qui se métamorphose, qui voilà est en constant mouvement, dont on fait partie mais où il n'y a pas vraiment de fatalité, ça va continuer d'une forme ou d'une autre, ça continuera peut-être pas avec des humains mais en tout cas on peut pas arrêter ce mouvement de la vie. Et je dois dire que c'est une lecture qui m'a fait beaucoup de bien parce que cette année j'ai traversé un deuil. Du coup c'était assez soulageant comme vision de me dire que la vie s'arrête pas, la vie continue, la vie s'auto-nourrit. Bon, ça a l'air hyper bateau comme ça mais c'est vraiment mieux écrit que ce que j'explique. Je vous le conseille. Ensuite, on va passer à la catégorie 4 étoiles. Toujours sur le thème de la prison, j'ai lu Alternative entre guillemets à la prison de Michel Foucault. C'est le texte d'une conférence qu'il a donnée où il observe les différentes alternatives qu'on met en place pour éviter la prison, dans l'idée qu'il n'y ait plus de prison. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on voit que toutes ces alternatives ont été pensées pour continuer la prison mais sous une autre forme. Donc c'est pas vraiment des alternatives, d'où les guillemets, mais plutôt des manières de renforcer le système pénitentiaire avec d'autres moyens d'emprise sur les gens. Pareil, c'est un sujet que je connais mal, la prison, mais sur lequel j'ai envie de m'instruire. C'était un peu une bonne entrée parce que ça m'a permis de comprendre que des alternatives que moi je voyais comme super, peut-être c'était pas aussi simple que ça. Alors j'ai aussi lu Une théorie féministe de la violence de Françoise Vergès. Françoise Vergès, c'est une féministe décoloniale. C'est un livre qui va parler de comment est-ce qu'on traite toutes les agressions faites aux femmes, donc qui sont déjà des concepts de violence, par une réponse violente, donc qui serait la prison, le système judiciaire, pénitentiaire, le capitalisme. Et en fait, comment est-ce qu'on met une focale sur les hommes violents plutôt que sur tout le système violent qui les crée, qui soit de l'ordre du capitalisme, de l'ordre de l'impérialisme blanc, de l'ordre de la colonisation, du racisme, ce genre de choses. Et comment est-ce qu'en fait on détourne le problème en disant bah il y a 2-3 pommes pourries chez les hommes, alors qu'en fait c'est pas ça, c'est le système qui est nul à chier et qu'il va falloir changer assez urgemment si on veut sortir de cette relation de violence où il y a de la violence de toutes parts en fait. L'année précédente, j'avais découvert le travail de Silvia Federici
Federici, que j'avais absolument adoré. C'est une féministe italienne qui a beaucoup travaillé sur le travail domestique et le travail reproductif, donc le fait de faire des enfants. Comment est-ce qu'il est une source pour le capitalisme et comment est-ce qu'on devrait le rémunérer à minima pour redonner une égalité entre les hommes et les femmes. Sur ce sujet, j'ai lu le livre Travail gratuit et grève féministe, qui est un ouvrage collectif dans lequel il y a Silvia Federici. Il y a aussi Maud Simonet qui a beaucoup travaillé sur le travail gratuit, notamment dans le domaine de l'art, donc forcément ça me touche. Il y a aussi Morgane Merteuil qui a longtemps été la porte-parole du STRAS, le syndicat des travailleuses du sexe, et comment est-ce qu'elle parle du travail du sexe comme une manière de casser ce travail gratuit reproductif. Et aussi de Silvia Federici, j'ai lu Une guerre mondiale contre les femmes, des chasses aux sorcières au féminicide. Je lui ai mis que 4 étoiles parce que ça me semblait assez évident qu'il y avait beaucoup de redites par rapport à son livre Caliban et la sorcière que je n'ai pas lu, mais qu'elle cite en permanence dans ce livre, et que du coup il me semblait que c'était plus intéressant que j'aille lire ce livre-là plutôt que celui-ci qui semble être un condensé de ce qu'elle peut dire dans Caliban et la sorcière, où il y a une sorte d'historique de comment est-ce que depuis la fin du Moyen-Âge où on condamne les femmes pour sorcellerie, s'est mis en place une sorte de système qui opprime les femmes et les soumet à ce cadre ménager et ce travail reproductif et domestique gratuit. Sur un tout autre sujet, j'ai aussi lu Je suis une fille sans histoire, oui, d'Alice Zéniter, que j'ai trouvé bien mais qui m'a rien fait découvrir parce que j'ai fait un master de sémiologie et en fait c'est un peu le livre Sémiologie 101 où en gros elle analyse comment est-ce qu'on raconte les histoires, avec quels signes. Donc c'est intéressant si vous connaissez pas la sémiologie, je pense que c'est une bonne porte d'entrée, mais si vous connaissez déjà, vous avez probablement lu beaucoup de choses sur ce sujet, des textes de Roland Barthes, des textes de Ursula Le Guin. Voilà, c'était intéressant mais j'ai pas eu la bombe que beaucoup de gens semblent avoir vécu. Très vite, parce que j'avais aimé le livre d'Iris Bray, j'ai aussi acheté celui qu'elle a fait avec Myrion Maille, qui s'appelle Sous nos yeux, et qui parle aussi des représentations des personnages féminins au cinéma. Ça m'a vachement moins intéressée parce que c'est une redite de son livre Un regard féminin, et que en fait la mise en page, les dessins, tout ça, ça me donne l'impression que c'est un livre pour ados plutôt que pour moi. Je pense que vraiment c'est un livre pour des ados féministes, mais pas pour quelqu'un qui lit que des essais féministes à longueur de journée. J'ai aussi lu Pour une esthétique de l'émancipation. L'idée c'est d'avoir un regard sur l'art moderne qui soit queer pour faire émerger les œuvres qui s'émancipaient de la norme de l'époque, pour donner des lignes de conduite aux artistes contemporains pour rester dans une lancée émancipatrice par l'art. J'ai lu de Solène Karoff le livre Grossophobie, que je vous conseille absolument si vous ne connaissez pas les enjeux sur la grossophobie, parce que c'est vraiment à ça que sert ce livre, c'est-à-dire que par chapitre ça donne des chiffres, ça donne une analyse sociologique claire et précise de l'existence de la grossophobie, de ses représentations et de l'urgence pour lutter contre. Cette maison d'édition, c'est les éditions de la Maison des Sciences Sociales. L'idée, c'est que ça soit des chercheurs universitaires qui ont des méthodes scientifiques, qui vont s'emparer d'un sujet et à l'aide de méthodes d'enquête ou de méthodes de recherche, prouver que c'est un sujet tout à fait valide. Donc là, ce livre permet de prouver que oui, la grossophobie existe. Je vous conseille de le lire, il coûte 12 € et il est assez essentiel à mon avis et à mettre entre toutes les mains. Et je me rends compte que j'aurais pu lui mettre 5 étoiles. En septembre, j'ai fait une résidence dans un CARUD, c'est un centre d'accueil et d'accompagnement pour la réduction des risques pour les usagers et usagères de drogue. Et comme je voulais pas venir en toute naïveté, je me suis renseignée en lisant des livres avant, dont le livre de Christian Ben Lagdar, Addict, les drogues et nous, qui permet de voir quels sont les enjeux de la drogue aujourd'hui. C'est un livre qui permet de montrer la nécessité d'une politique de réduction de risque plutôt qu'une politique répressive, et qui montre aussi qu'en fait, par exemple en France, on a un peu le cul entre deux chaises parce qu'on a le droit d'aller dans une salle de consommation à moindre risque pour consommer, mettons, son héroïne, mais que par contre il est totalement illégal de consommer de l'héroïne. Donc en fait on est un peu dans un état entre deux qui permet pas tout à fait une réduction des risques de cet enjeu de santé publique. C'est assez intéressant parce que ça permet de dresser un peu une liste des lois qui existent actuellement, de quelle est la situation en France, quels sont les enjeux des trafics par exemple, et quelle place a l'État dans tout ça, dans l'idée d'accompagner les personnes qui sont usagères de drogue pour réduire les risques. Je vous le conseille si c'est un sujet qui vous intéresse. De Martin Page, j'ai lu Au-delà de la pénétration, qui est un livre somme toute assez sympathique qui permet de repenser la sexualité en dehors de ce moment de pénétration qui est élevé dans nos sociétés hétéro-sexistes comme le point d'orgue d'une relation sexuelle. Donc c'est intéressant, mais en tant que personne queer, moi ça ne m'a pas appris des choses extraordinaires. Par contre, je pense que si on est un homme cis-het, c'est toujours intéressant de le lire, parce que en fait ça raconte vraiment lui les freins qu'il avait et comment il s'est lancé à la découverte d'autres plaisirs dans sa sexualité qui ne passent pas par la pénétration. Donc c'est un témoignage
intéressant, plein de bons sentiments, et après ça va pas chambouler mon monde. Encore un autre livre, donc je ne me rappelle pas trop, de Jill Bartholet, Le hantement du monde, zoonose et pathocène. Donc là c'était pareil, hein, c'était dans ma période on va tous crever, la Terre est en feu. Enfin pas la Terre, hein, l'humanité est en feu et ne s'en rend pas compte. Ça parle de la pathocène, comment est-ce qu'on est pris dans notre angoisse justement que le monde meurt et comment est-ce que c'est complètement tétanisant et comment on peut sortir de ça et comment est-ce qu'on peut repenser notre rapport à l'agriculture et notamment aux élevages des animaux pour sortir de ça, parce que je crois que les éditions Dehors elles parlent beaucoup en fait certes d'écologie mais avec un lien très fort sur le monde animal. J'ai aussi lu En finir avec l'homme ou La chronique d'une imposture d'Eliane Viano. Elle a écrit des livres qui sont moi mes livres références pour l'écriture inclusive et pour la reféminisation des mots, puisque en fait à la base il y avait du féminin mais on l'a juste enlevé. Pour En finir avec l'homme, ça parle de comment est-ce qu'on s'est fait douiller pour que l'homme définisse l'humanité plutôt que la femme. C'est assez percutant parce qu'elle a un regard d'historienne, donc en fait on voit à quel point on s'est fait douiller à un moment de l'histoire où en fait on a changé ça et du coup c'est un manifeste pour qu'on arrête de parler des hommes comme les êtres humains. Ok, maintenant si vous êtes toujours là, on va passer au livre auquel j'ai mis 3 étoiles. Et on va commencer par Feminist Punk, Le monde est notre terrain de jeu de Christine Aventin. C'est un livre qui, en partant de la figure de Fifi Brindacier, va nous montrer comment c'était un peu la première meuf punk. C'est écrit avec un langage très familier, oral et tout ce que vous voulez, hein. C'est pas du tout un écrit universitaire. C'est une meuf, elle est punk, elle le raconte de manière punk. Il y a des parties autobiographiques où elle se retrouve à l'hôpital mais elle continue à écrire, enfin c'est assez étrange. Toute la partie analyse de comment Fifi Brindacier est la première figure punk féminine et comment en fait dans les traductions il y a eu énormément de censure et comment à ce jour les versions françaises et anglaises sont tronquées de tous les éléments qui peuvent être choquants parce que subversifs de ce récit. Ça c'est hyper intéressant et c'est hyper frustrant parce qu'à la fin t'as envie de lire Fifi Brindacier parce que tu te dis ah putain c'était déjà une figure hyper cool mais en fait elle est censée être encore plus cool, c'est assez ouf mais malheureusement il y a toujours pas de traduction donc moi ça me donne juste envie de trouver quelqu'un qui va nous le traduire. Je crois qu'à la base c'est norvégien. Allez, que quelqu'un le traduise. C'était très frustrant de lire ce livre sans avoir lu Fifi Brindacier et en même temps t'as pas envie de lire la version française parce que tu sais qu'on t'a coupé les 3/4 des répliques choc de Fifi Brindacier où genre vraiment elle envoie balader le monde est l'énorme. De Gabrielle Dédier, j'ai lu On ne naît pas grosse. C'est son témoignage sur son parcours en tant que fille grosse. Elle raconte ses TCA, son cheminement où elle a failli se faire une chirurgie gastrique. C'est un peu le complément du documentaire qu'elle avait sorti il y a quelques années où en fait elle explique comment en fait on l'a rendue grosse à force de régime, à force de body shaming, à force de lui dire qu'elle était grosse alors qu'elle ne l'était pas, à force que ses parents projettent sur elle leurs propres troubles du comportement alimentaire et comment en fait ça l'a torturée toute sa vie et maintenant elle est toujours aux prises de crises d'hyperphagie et d'hyperconsommation, mais comment est-ce que on finit par accepter ça et se battre contre la grossophobie qu'on subit. C'est un témoignage hyper intéressant. J'ai aussi lu Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement d'Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monin, qui parle de comment est-ce que là maintenant on en est arrivé à un point dans la situation de notre planète où il va falloir arrêter de vouloir le progrès mais plutôt démanteler et fermer certaines choses qui amènent la Terre à sa perte. Moi quand j'ai lu ça je me suis dit qu'il me manquait plein de notions de base sur l'écologie parce que j'ai dû demander à ma mère mais tellement ça veut dire quoi maman, je suis perdue. C'est une lecture qui m'a hyper déprimée parce que je me suis dit qu'on n'était pas sorti de l'auberge, mais c'était quand même intéressant comme lecture pour voir un peu quels peuvent être certains des enjeux qui nous attendent si on a envie d'œuvrer pour sauver l'humanité de la crise écologique qui est là et qui va être de pire en pire au mesure des années. J'ai aussi lu Ces hommes qui m'expliquent la vie de Rebecca Solnit, un livre que je voulais lire depuis hyper longtemps qui est en fait le résumé de plusieurs articles qu'elle a pu écrire. L'introduction est assez cool et donne le ton du livre, c'est-à-dire qu'en fait un jour elle était à une soirée, quelqu'un a commencé à lui expliquer un livre, lui dire ouais j'ai lu tel livre qui machin explique que ça, toi t'as pas compris nanani, et en fait elle a son amie qui est arrivée qui a fait bon arrête de t'humilier, c'est elle qui a écrit le livre, et le gars voulait pas le croire, et alors qu'il était littéralement en train de lui expliquer son livre, et mal en plus, c'est un recueil d'articles où elle montre tous ces moments où les mecs ont expliqué la vie à des meufs en se sentant hyper légitimes de le faire et ne se sont pas tus pour laisser la parole à des gens qui potentiellement savaient mieux qu'eux. J'ai aussi lu de Delphine Gardet, Politique du clitoris, qui dresse un peu, pareil, hein, comme son nom l'indique, comment est-ce que aujourd'hui, médicalement et socialement, on traite cet organe lié au plaisir, comment est-ce qu'on l'invisibilise et comment en fait c'est une pratique consciente et politique. C'est assez intéressant, moi ça m'a pas bouleversée, je trouve que
que ça va pas forcément super loin, mais voilà, ça s'est lu vite et c'était intéressant quand même. J'ai aussi lu cet ouvrage collectif Sororité dirigé par Chloé Delhomme qui regroupe plusieurs textes de femmes autrices. Il y en a que j'ai trouvé absolument passionnants et il y en a d'autres qui m'ont laissé un peu de marbre, c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie 3 étoiles. Tous les textes parlent de la notion de sororité. La sororité, si vous voyez pas ce que c'est le fait qu'il y ait une sorte de complicité entre femmes. Là, une solidarité très forte entre les femmes, même quand c'est des femmes qu'on n'apprécie pas forcément ou qu'on comprend pas, comme réponse au patriarcat. C'est dans ce livre-là qu'Alice Coffin rencontre des femmes qui ont mal parlé d'elle, dont Marlène Schiappa, pour discuter de tout ça et de leur vision du féminisme et de la sororité. Donc c'est une démarche hyper importante, c'est le texte qui m'a le plus plu, je crois. Maintenant, les livres qui ont eu 2 étoiles. J'ai lu Testo Junkie que je n'ai vraiment pas aimé parce que je n'aime pas comment écrit Paul Preciado. S'il vous plaît, ne m'enlevez pas ma carte de queer. Je trouve que Testo Junkie c'est très daté. Je n'aime pas sa façon de mettre en corrélation des événements historiques qui n'ont pas trop de sens pour prouver son point. Je n'aime pas comment est-ce qu'il invente des mots pour des concepts pas si compliqués qui ne méritaient pas des nouveaux mots à valise compliqués. Je n'aime pas comment il entrecale sa vie personnelle avec de la pseudo-théorie qui n'est pas très convaincante. Je n'aime pas qu'il parle de manière misogyne des femmes et de comment il veut enculer Virginie Despentes avec un god de 30 cm. Ça ne m'a pas vraiment intéressée. Je trouve que ce n'est pas le choc intellectuel qu'on m'avait promis. Peut-être que je suis trop cisgenre pour comprendre, mais vraiment ça ne m'a pas touchée du tout et c'était le 2e livre que je lisais de Paul Preciado parce que j'avais pas envie de m'arrêter sur cette première idée et vraiment je reste sur ça. Je n'aime pas ses livres, je n'aime pas son écriture et je n'aime pas trop ce qu'il raconte. Ça ne me convainc pas trop. J'ai aussi lu de Camille Froidevaux-Matéry, Le corps des femmes, la bataille de l'intime, que j'ai moyennement aimé. Il y a des passages intéressants, mais globalement tout le début c'est très biologisant, ce qui est sa démarche, parce qu'elle trouve qu'on ne parle plus de biologie des femmes. Il y a une raison à ça, Camille, c'est qu'en fait, et d'ailleurs tu en es la preuve avec ce livre, on tombe très facilement dans des discours de TERF. Du coup j'ai moyen aimé. Je trouve que c'était très cis-centré et ça ne m'a pas vraiment convaincue. Voilà, c'est pas une lecture très agréable ou que je recommande. Et 1 étoile, Le Grand Vainqueur, ce livre que j'ai tellement peu aimé que je l'ai jeté. Et oui, car je suis une mauvaise personne, je jette des livres et en même temps je n'ai pas envie qu'il se retrouve à Emmaüs parce que c'est de la merde. C'est Homo Drogus de Roland Gori et Hélène Fresnel. Le pitch de ce livre, c'est de dire que nous sommes tous des drogués. Donc déjà, je trouve ça un peu indécent, c'est faux, nous ne sommes pas tous des drogués. Le pitch de ce livre, c'est de dire qu'on est tous des drogués. Pourquoi? Parce qu'on prend des antidépresseurs et des anxiolytiques, parce qu'on est déprimé. En tant que personne qui prend des anxiolytiques et des antidépresseurs, merci, ça ne fait pas de moi une addicte, ça fait de moi une personne qui a une maladie mentale et qui essaye de se soigner pour ça. Désolée Roland, désolée Hélène, je ne vais pas soigner ma dépression avec des concoctions de violettes. Ok, voilà, donc c'est la fin de cette première partie. J'espère que la vidéo ne dure pas 45 minutes et que j'ai dit des choses intéressantes. On se retrouve tout bientôt pour les parties 2 et 3. Bye, à bientôt!